Attends, ce qui a fait que Talk My Football a marché, c'est le fait de me dire, bon bah je vais partir petit bras plutôt que les grosses ambitions. Ouais. Comme des atomes crochus. C'est compliqué à dire. Tu me fais une passe décisive parfaite. C'est dans les métaphores footballistiques. Évidemment. Ouais, carrément. Et c'est assez marrant parce que le foot, c'est un milieu qui est clivant. Ça sert à rien d'étaler le peu de confiture que t'as sur une tartine trop grande. Le time to market est hyper important. Comment t'expliques que certaines vidéos marchent et d'autres... Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Discussion. Aujourd'hui, un sujet un petit peu spécifique. On va pas parler que de SEO, on va surtout parler de YouTube, de TikTok et globalement comment créer une chaîne et développer cette chaîne. Et aujourd'hui, j'accueille Mickaël. Salut Mickaël. Salut Laura, merci pour l'invitation. Mickaël, tu es le créateur de la chaîne Talk My Football ou Talk My Football, si Ouais. on le dit avec l'accent. 224 000 abonnés. Je t'avoue que je tiens pas les comptes au jour le jour, mais ouais, j'ai gardé en tête le plus de 200 000. Après, ça évolue un petit peu au fur et à mesure des mois, ouais. Ça, c'est sur YouTube. Ouais, tout à fait. Alors en fait, si tu veux tout savoir, je respecte la règle de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc j'ai 7 chaînes principales sur YouTube. J'en ai une deuxième qui a un peu plus de 40 000 abonnés. Et cette deuxième est déclinée sur un TikTok qui a un peu plus de 70 000 abonnés de son côté. J'ai également un Twitter, mais là, on va dire que c'est une utilisation qui est moitié média Talk My Football, moitié c'est moi, Mickaël, qui voit une actualité qui réagit à chaud comme n'importe quel fan de football en fait. Ta deuxième chaîne, c'est les concepts de chaîne secondaire, où tu as un peu les off et tout ça. C'est quoi la non, différence? En fait, ma deuxième chaîne, elle a vu le jour quand je me suis lancé à 100% dans YouTube. Et quand je me suis lancé à 100% dans YouTube, je me suis dit, j'ai pas envie d'être dépendant de YouTube, donc il faut que je puisse débarquer sur TikTok. Pour débarquer sur TikTok, tu as plusieurs manières de faire. Tu peux dire, je vais faire des contenus spéciaux pour TikTok. Tu peux découper tes vidéos YouTube. Moi, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc qui est à mi-chemin entre les deux. Je vais créer une chaîne secondaire où je vais faire un journal, où tous les jours, je vais balancer 5 actualités, qui sont une succession de petits formats courts, parce qu'en fait, tu as 5 news, et ces 5 news, je vais les découper, et ça fera 5 vidéos TikTok. Donc en fait, ça me permet d'avoir un contenu qui à la base est pensé pour être découpé, donc ça se fait hyper naturellement, avec de la pertinence éditoriale, et ça me permet de rentabiliser le temps que je passe sur cette chaîne secondaire. Alors, tu me donnes tu me fais une passe décisive parfaite. C'est dans les métaphores footballistiques. Évidemment, pour un sujet qui, moi, m'intéresse. Donc, tu as choisi d'avoir plusieurs canaux. Ouais. T'adaptes tes formats. Mmh. Est-ce que tu les as conçus dès le début comme étant TikTok friendly, YouTube friendly, YouTube short friendly, ou c'est en pratiquant qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, ok, ça, en fait, ça marche mieux en format vertical sur TikTok, donc je vais pousser le concept? Non. Moi, j'ai carrément pensé ça dès le départ pour être quelque chose qui est exportable. L'avantage, c'est que j'avais ma chaîne YouTube principale qui a grandi au fur et à mesure des années, qui, pour le coup, n'était pas pensée, structurée dès le départ. Quand j'ai fait ma chaîne secondaire, c'était différent. Je me suis dit, ok, je me lance à plein temps dans YouTube. Il s'agit de faire les choses sérieusement, avec une structure, avec des process. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir du temps qui est bien utilisé, pour avoir une promesse différente pour les internautes? Comment est-ce que je peux tirer le max de ce temps en termes de déclinaison de format? Donc en fait, dès le départ, j'avais ce cahier des charges de devoir faire du contenu qui était facilement exportable ailleurs. Ok. La ligne édito, c'est actu foot, mais pas actu ultra fan de foot? Alors en fait, ma chaîne principale, je vais traiter un sujet unique. Ça va être des vidéos qui vont aller de 10 à 30 minutes. Et je vais creuser l'analyse d'un joueur, la situation d'un club, mais ça va être de l'analyse, entre gros guillemets, de fond. La chaîne secondaire, je voulais un format qui était plus sur de l'info brute. Alors il y a un petit peu d'opinion, parce que je considère que quand tu regardes une vidéo YouTube, c'est pas le meilleur endroit pour avoir de l'info brute. Tu vas avoir des news de l'équipe qui font ça bien mieux. Mais il y a le côté, tu abordes un sujet, tu vas le traiter en 2-3 minutes, tu vas pas creuser plus que de raison. Donc en fait, je me disais, éditorialement, il y a une complémentarité entre les deux propositions. Et en plus, cette nouvelle proposition, elle se décline bien sur des shorts, sur du TikTok. On parlait d'incarnation en off. Ouais. Juste avant, est-ce que toi, ta concurrence, entre guillemets, c'est l'équipe, ou est-ce que les gens viennent chez toi parce qu'ils viennent chercher une opinion et un point de vue? Non, ils viennent chercher une opinion, clairement. D'ailleurs, c'est assez flagrant là-dessus parce que moi, ma chaîne journal, c'est une vidéo qui sort tous les jours à midi. Et malgré tout,
même si tu sors tous les jours, t'es pas au top de l'actualité. C'est un peu comme ton JT de TF1 à 20h. Tu sais qu'il va te mettre en avant des informations que tu as peut-être vues avec une dépêche AFP durant la journée. Donc, il faut forcément ajouter un petit truc. C'est pour ça que je te disais que je reste sur des news, mais je donne quand même un peu mon opinion parce qu'au final, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui apprennent beaucoup de choses avec le journal. Ce qui va être intéressant, c'est plus l'angle différent que je vais pouvoir apporter sur l'information, la petite blague, le petit aspect critique. C'est un peu plus ça, à mon avis, qui plaît et qui, à mon sens, fait l'intérêt du contenu. Tu dois le voir dans les commentaires, à mon avis. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est assez marrant parce que le foot, c'est un milieu qui est clivant. Tu peux donner n'importe quelle opinion sur le foot, tu auras forcément quelqu'un pour rejoindre, forcément quelqu'un pour critiquer ça. Le foot, c'est une religion pour certains. Ouais. Donc, en plus, c'est un sujet qui a un fort engagement, quoi. Ok. Tes formats, ils ont évolué avec le temps? On parlait tout à l'heure du fait que tu avais défini dès le début des formats pour chaque plateforme, ça ok, mais est-ce que ta ligne éditoriale, elle a changé? Et si elle a changé, est-ce que c'est au fil de tes expérimentations ou parce que tu as vu des trends et tu as voulu les reprendre? Alors, je suis resté relativement constant dans ma ligne éditoriale, mais également pour des contraintes de production. Je vais donner un exemple qui est hyper concret. Moi, aujourd'hui, à la fois en tant que créateur de contenu et en tant que viewer, il y a un truc auquel je crois énormément sur YouTube, c'est les formats très longs. Je pense qu'il y a une place énorme pour des vidéos qui sont des simili-podcasts, soit en solo, soit avec des intervenants, où tu vas développer ton propos pendant 1 heure et demie, même 2 heures. Je pense que les barrières, elles ont sauté par rapport à ça. Je trouve ça hyper intéressant en tant que viewer. J'aimerais bien le faire en tant que créateur. Mais au bout d'un moment, moi, mon modèle, il est aussi basé sur une grosse productivité en termes de contenu. Et tu le sais, une vidéo de 2 heures, ça demande pas le même travail qu'une vidéo de 15 minutes. Donc ça, j'aimerais bien le faire évoluer. Mais aujourd'hui, je suis un peu limité par mes contraintes. Tu penses que c'est plus rentable de faire 2 vidéos de 30 minutes qu'une vidéo d'1 heure? Tant en termes de résultats, en termes de vues, que toi, le temps passé? Ça dépend un petit peu de ce que tu traites comme sujet. Ouais. Si ton sujet est giga porteur et que t'as pas des sujets giga porteurs tous les 4 matins, j'aurais tendance à te dire fais une très grosse vidéo. Ok. Parce que YouTube met en avant des contenus qui ont une grosse rétention et forcément les grosses vidéos sont avantagées là-dedans parce que tu peux placer plus de publicité, parce que je pense que tu as une plus-value même pour l'internaute qui est souvent plus grande à travers ces formats. Mais par contre, si tu as plein de petits sujets, par exemple tu traites l'actualité du SEO, tu as plein de micro-news, tu vas pas passer 2 heures sur une news relativement insignifiante qui va pas transformer le référencement. Oui, et en plus, si ta vidéo elle dure plus longtemps, le format change. En effet, un format 1 heure, tu vas être plutôt discussion, webinaire, débat, alors qu'en effet, si c'est juste traiter de l'actu, ou alors tu traites plein d'actu et ça devient un JT, quoi. Ouais, et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la forme est définie par le fond. Si tu as un sujet où tu as énormément de choses à dire, tu vas logiquement te diriger vers du format long. Moi, j'ai cette volonté parce que j'ai déjà des idées en termes de fond qui pourraient coller à ça. Mais si demain, tu es un annonceur, que tu as envie de faire des vidéos pour promouvoir ton activité, pour parler de choses que tu fais, mais que tu n'as pas forcément de quoi faire une vidéo d'1 heure pertinente, ça sert à rien d'étaler le peu de confiture que tu as sur une tartine trop grande. Au contraire, il faut être pertinent. Parce que tu vois, je te parlais de rétention. Une vidéo qui est trop longue pour rien dire, tout le monde le voit, on en a tous vu, au bout d'un moment tu te barres, faut dire les choses franchement. Pour rester sur les formats et la ligne édito, et là je mets ma casquette de vieweuse lambda, je vois bien sur les chaînes que je suis que quand le créateur essaie d'innover en termes de nouveaux formats, j'ai envie d'y revenir pour éviter la lassitude. Est-ce que c'est universel? Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense ça? Ou est-ce que toi aussi dans ton domaine, tu ressens que tu as besoin de te renouveler un peu en termes de format, d'écriture? Je pense que c'est une question d'équilibre. Je suis désolé, je te fais un peu une réponse de Normand, mais pour moi, il y a un côté force de l'habitude qui est hyper importante. Il y a un acteur que tu vas voir dans des séries, dans des films, tu vas pas forcément l'aimer, mais à force de le voir, tu vas t'attacher un peu à lui. Il y a une musique qui va passer à la radio, la première fois, elle va te saouler, tu vas l'entendre tout l'été, à la fin, tu vas dire finalement, elle est pas si mal que ça. Je pense que pour les formats, tu peux avoir un peu le même truc, et moi, avec le format journal, j'ai eu la volonté de créer un rendez-vous. Et je pense que la force de l'habitude, du rendez-vous, du côté je suis perdu dans ma page d'accueil où tu as de plus en plus de contenu, au moins avoir la certitude que tu trouves un truc qui est une valeur sûre, ça a une valeur qui est absolument immense. La création de rendez-vous, je pense que c'est un truc qui est hyper précieux en termes de contenu. Par contre, comme tu disais, il y a le risque de la lassitude.
Et je pense que à long terme, si tu n'innoves pas, tu meurs. Parce que tu as forcément des gens qui arriveront, qui feront mieux. Mm. Tu auras forcément un essoufflement d'une formule. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Et je pense que c'est le jeu d'équilibriste qui est le plus complexe dans la création de contenu. Est-ce qu'avec le rendez-vous, il y a le concept de jour de la semaine et d'heure de la journée à laquelle tu publies? Ouais, alors là, je suis désolé, je vais digresser parce que je vais t'amener à mi-chemin sur 2 sujets. Vas-y. Mais moi, toutes mes vidéos sortent à la même heure. Ok. Le C'est quoi journal. le rythme auquel tu sors des vidéos? Alors, chaîne principale tous les jours 17h, Ok. chaîne secondaire tous les jours midi. Quand Ok. je te disais que j'étais sur de la productivité et que ça m'empêchait de faire des formats longs, tu comprends pourquoi. Et je me suis déjà pris des messages, des blagues en mode 17h05, toujours pas de vidéo, tac 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 quoi. C'est génial. Mais c'est un truc auquel je crois beaucoup, Ouais. que je trouve cool en tant que viewer. Tu vois, me dire par exemple, le midi, je cherche un contenu à regarder, bah, je sais que je peux me poser ça, devant ça, je sais qu'il y aura toujours la vidéo. Et en tant que créateur de contenu, moi je trouve ça hyper sain. Parce qu'avant, tu le sais, j'étais en agence web marketing, je travaillais avec des collègues, ça donnait un rythme de travail. Et t'as le côté, ok, demain t'es créateur de contenu, t'es tout seul. On voit beaucoup de créateurs de contenu qui vont te parler du syndrome de la page blanche, du burn-out, du fait que c'est délicat de se structurer quand tu travailles tout seul, que c'est un métier qui est très solitaire. Et ça, c'est vrai. Mais moi, par le fait d'avoir un cadre qui est hyper carré, bah, j'ai à la fois le côté cool du je suis à mon compte, mais j'ai aussi le côté je sais ce que j'ai à faire, je sais que j'ai des dates de rendu qui sont obligatoires, donc ça me donne un cadre qui est hyper sain, je trouve, en termes de travail. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus parce que aussi une des raisons pour lesquelles on t'a invité, c'est que on voit l'essor de la vidéo. Bon, il est là depuis des années, mais ça ne fait que augmenter. Et je pense qu'il y a des personnes qui auraient envie de se lancer. Comment tu passes d'un job classique de bureau, donc toi tu étais en agence de web marketing, à ça y est, je me lance, je peux en tirer un salaire, quoi. Grâce à d'excellents associés. Et en vrai, je dis ça en étant sérieux en plus. Moi, j'avais l'immense avantage de ne pas être salarié. J'étais co-dirigeant d'une entreprise, ce qui fait que tu as un peu plus de flexibilité. Et en fait, moi, mon retrait de la partie agence, il s'est fait de manière progressive. Au départ, on avait un arrangement qui était vraiment informel avec mes associés. Après, je suis passé à 70%. Après, je suis passé à 50%. C'est pas obligatoire. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui est relativement prudent. Quand je me lance dans quelque chose, généralement, c'est que je suis quasiment sûr que ça va fonctionner. Et j'ai eu cet immense avantage, en fait, de pouvoir sauter le pas progressivement. Je pense que pour quelqu'un qui est dans une situation de salariat, bah, c'est au départ, il n'y a pas de secret. Tu vas pas générer de revenus. Donc, tu vas faire ça le soir, le week-end. Et tu vas le faire par passion. Au bout d'un moment, si tu as de la chance, ça va pouvoir générer un petit peu de revenus. Tu vas passer à mi-temps et ça se fait en fait comme ça, progressivement. Et c'est le seuil de revenu minimum avec lequel tu as besoin de vivre, entre guillemets, qui t'a fait sauter le pas de « Ok, là maintenant je passe à 100% parce que je peux tirer assez de revenus et après avoir du temps pour aller en chercher d'autres, quoi. » Il y a 2 trucs. J'aurais pu partir plus tôt de mon précédent job si c'était une simple question de revenus. Et c'est pas ça qui m'a fait basculer. C'est des envies éditoriales. Tu vois, ce projet de journal, je t'avais dit que je l'avais lancé quand je m'étais dit je me lance à plein temps sur YouTube, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que je me suis lancé à plein temps sur YouTube également parce que j'avais envie de lancer ça. Sauf que quand t'es à mi-temps, que t'as déjà ton projet principal en termes de création de contenu, tu peux pas te dire bon bah vas-y, je vais aller dans quelque chose de supplémentaire. J'ai hésité à employer quelqu'un. Par exemple, prendre un alternant, question de me décharger de toute la partie montage, de sous-traiter une petite partie de l'écriture. Mais je m'étais dit, ou non, j'ai des process qui sont tellement particuliers, j'ai tellement envie de faire ce projet aussi moi-même, que ça fait plus sens que je le porte à 100%. Et pour le porter à 100%, bah, j'avais besoin de quitter mon job. Et en fait, c'est vraiment une envie de dire, ok, il y a un train qui passe, il y a un wagon qui est là, est-ce que tu as envie de le prendre ou pas? Et c'est une opportunité entrepreneuriale que j'avais pas envie de louper. Parce que je me disais, web marketing, que je sois associé dans une boîte ou salarié, ça changera pas mon quotidien. Demain, si j'arrête l'aventure YouTube, je pourrais probablement retrouver un job qui me convient dans le web marketing. Alors que l'opportunité YouTube, quand tu la saisis pas, c'est assez dur de la retrouver derrière. Ok, je vois. Parlons web marketing justement. Comment est-ce qu'on fait grandir une communauté et c'est quoi les grandes étapes qui ont fait que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Détecter et saisir les opportunités.
comme dans n'importe quel développement de business, je dis ça de manière froide, mais dans les faits, ça s'est fait plus naturellement et sans calcul au départ, parce que moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais pas forcément des ambitions de professionnalisation, mais c'est tout simple en fait, c'est que moi, je me suis lancé dans le commentaire footballistique parce qu'en tant que fan de football, je trouvais qu'éditorialement, il y avait un truc qui manquait. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de nuances dans l'analyse du foot. Je trouvais que parfois on avait des intervenants qui se prétendaient un petit peu trop omniscients et c'était un positionnement qui me dérangeait. Et au bout d'un moment, bah, je me suis dit, si tu te dis ça, il y a d'autres personnes qui se disent, t'as envie de voir quelque chose, bah fais-le toi-même. Donc déjà, je pense que c'est répondre à un besoin en termes d'édito, que tu sens en tant que personne intéressée par le milieu. Et puis ensuite, il y a le côté savoir saisir les opportunités de contenu quand ils se présentent. À une époque, il n'y avait aucun débrief de match à chaud. Enfin, c'était relativement rare sur YouTube. Ok. Et j'ai chopé beaucoup d'abonnés en étant dans les premiers. Le match était terminé. Je lançais la caméra. Je tournais, montage minimaliste. Une demi-heure après, la vidéo était en ligne. Maintenant, tout le monde le fait. Donc moi, je ne le fais plus. Parce que je me dis, je préfère me poser à froid. Je trouve que ça donne des vidéos qui sont plus intéressantes, que je prends plus de plaisir à regarder. Mais à l'époque, je me disais, c'est indispensable pour avoir un time to market qui est hyper pertinent et pour prendre de la visibilité. Et donc en fait, c'est ça. Je pense que c'est le mélange entre détecter un angle qui est pertinent, qui répond à un besoin. Donc il faut avoir du flair, hein. Il n'y a pas d'études de marché qui sont forcément faites là-dessus. Et il faut en consommer beaucoup pour savoir où ce que fait la concurrence. Et ensuite, il y a le côté, très concrètement, où tu vas choper tes opportunités de contenu. Et je pense que quand tu es un annonceur qui est dans un milieu, c'est vraiment le côté qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce que j'aimerais voir dans mon domaine, et fais-le, tout simplement. Aujourd'hui, c'est qui tes concurrents? C'est des chaînes qui font la même chose ou tu penses que ton audience, elle va voir d'autres créateurs qui sont dans un tout autre style? Je pense que c'est plusieurs choses. Il y a des créateurs qui sont sur un positionnement quasiment identique. Il y a de la concurrence qui vient de médias plus traditionnels. Il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je fais, mais qui, selon, on va dire, le degré d'intensité de leur passion du foot, vont plus ou moins regarder des débriefs, des analyses. Je te donne un exemple tout bête, hein, mais t'es fan du Paris Saint-Germain, tu viens de gagner la Ligue des Champions, t'es un peu plus passionné de foot dans certains cas pour certaines personnes que durant des années noires du Paris Saint-Germain où à chaque fois que tu regardais ton équipe, t'étais en dépression, quoi. Donc la concurrence, ça vient de plein d'endroits. Et en fait, je vais digresser un peu, mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que je te disais que j'étais persuadé que le format long, c'était pertinent pour moi, mais j'ai pas les moyens. J'ai une autre certitude, c'est qu'en termes de positionnement éditorial, je fais un truc qui a un non-sens absolu, c'est de parler de plein de clubs de foot. Moi, en termes de contenu, je crois énormément en la spécialisation. Il faut que quand quelqu'un s'abonne à ta chaîne, il soit potentiellement intéressé par toutes tes vidéos. Moi, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que j'ai un énorme différentiel entre mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, en plus du fait d'être une vieille chaîne. C'est que t'es supporter de l'Olympique de Marseille, l'analyse de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, t'en as rien à faire. Et en fait, en termes d'efficacité éditoriale, mais aussi marketing, avoir une chaîne qui est spécialisée que sur un club, c'est beaucoup plus pertinent. Parce qu'un supporter de Marseille, il va regarder toutes les vidéos sur Marseille. Ouais. Donc YouTube, il va se dire « Oh, t'as un taux de clic qui est toujours excellent. Tu vas avoir une communauté qui est beaucoup plus fidèle. Tu vas avoir un taux de visionnage qui va être beaucoup plus constant. » Alors que quand tu fais des sujets généraux, ou quand tu parles de plusieurs clubs, tu vas logiquement te couper toute une part de ton audience à chaque fois. Mais je fais pas ce choix parce qu'au bout d'un moment... Je peux me permettre ce luxe aussi aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, il y a le côté qu'est-ce que tu as envie de faire éditorialement, qu'est-ce qui est le mieux techniquement. Et je pense également que ça se voit. Que quand tu as envie vraiment de faire un contenu, des fois, tu peux faire des choix qui sont pas les plus SEO friendly, les plus cliquables en termes de contenu, mais qui font sens éditorialement et où ça se rattrape un petit peu. Parlons reach, parlons data, parlons algo. Parlons comment percer sur YouTube. Je vais pas te faire c'est quoi ton top 3, des trucs, etc. Toi, c'est quoi ta recette? À quel point certaines parties de la vidéo sont importantes? Le titre, la description, le montage, le hook, la miniature. Comment tu organises tout ça? Le time to market est hyper important. Moi, en plus, je suis une chaîne qui est beaucoup basée sur l'actualité, mais je trouve que c'est un truc qui est décisif.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'actualité football, elle est moins grande durant l'été parce que t'as pas de match. Alors qu'en fait, c'est une période qui est décisive parce qu'il y a le mercato et il y a des joueurs qui passent d'un club à l'autre. Et ce qui se passe en mercato dans le football, c'est que tu vas avoir un club qui va recruter un joueur que les supporters de ce club n'ont jamais vu évoluer. Donc dès que tu as les rumeurs qui sortent dans la presse, tu vas te renseigner sur ce joueur. Et là, si tu arrives à sortir la vidéo d'analyse, bah, c'est hyper pertinent et tu vas avoir une demande énorme. Donc pour ça, tu es en veille constant? Je suis en veille constante et je peux même te dire un truc que je dis jamais. Il y a plein de moyens de monétiser des infos dans le football. Moi, j'ai des infos sur des choses qui sortent pas dans la presse. Et je pourrais faire des vidéos en mode tel joueur va sûrement signer là-bas et je pourrais même avoir des petites exclus. Mais je ne fais pas filtrer ça. Petit 1, parce que parfois ça mettrait mes sources dans la galère. Et petit 2, parce que parfois, en fait, la rentabilité que j'ai de ces infos, c'est que je sais que dans quelques jours, il y a une info qui va sortir dans la presse, les lumières qui vont être mises sur un joueur. Bon ben moi, le fait d'avoir la primeur de l'info, ça me permet de commencer mon travail de scouting, de renseignement sur le joueur avant et d'avoir la vidéo au bon time to market. Ok. Donc pour moi, time to market essentiel. Et ensuite, il y a la question de l'angle du contenu. Alors l'angle du contenu, c'est à la fois l'éditorial de fond, mais c'est également des choses toutes bêtes comme c'est quoi ma vignette, c'est quoi mon titre. Et là, on parle de YouTube, mais ça va être demain, tu fais du référencement naturel, tu ressors dans les résultats de recherche. Bon, ben, ton titre, il va te servir pour des questions bêtes et méchantes d'optimisation SEO, mais il y a un moment, s'il arrive à être plus catchy en termes d'intention de recherche, ça va faire la différence. Pour moi, l'angle, c'est ça aussi. Donc l'angle se voit dans le titre Carrément. et la miniature. Donc ce que je comprends, c'est qu'un même sujet, tu pourrais le traiter sous 5 angles différents. Ouais. Il y en a un qui va marcher, il y en a un qui va pas marcher, quoi. Ouais, bah, je te donne un exemple pour un transfert de joueur. Tu vas pouvoir interroger le prix du joueur. Tu vas te demander est-ce que c'est payé trop cher. Tu vas pouvoir être focus sur les besoins du club. Est-ce que le joueur correspond aux besoins du club? Tu vas pouvoir être focus sur le niveau absolu du joueur. Et en fait, tout ça, c'est pas exactement la même réponse aux mêmes besoins. Et tu peux faire le même jeu avec la vignette YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir de la complémentarité. Tu peux avoir un angle qui est via ton titre et un second qui est via ta vignette. Alors, il faut que ça se réponde un minimum, évidemment, tu t'en doutes. Mais ça permet comme ça de tester des choses. Et maintenant, sur YouTube, tu as de l'A/B testing de vignettes qui est intéressant. Ouais. Qui te permet déjà de voir quel angle peut être le plus efficace en termes de rétention. Il ne te donne pas le taux de clic. Il te donne la durée de visionnage. Donc, en fait, ça mélange plusieurs statistiques. Et pour moi, il y a un autre atout avec cet A/B testing, c'est que des fois, tu as sûrement vu sur ta page YouTube des vidéos qu'on te recommande plusieurs fois. Bah, des fois, quand on va te la recommander avec une autre vignette, tu vas avoir oublié qu'on te l'a déjà recommandé, tu vas t'y attarder une nouvelle fois et là tu vas peut-être te dire ah bah tiens, finalement je vais y aller quoi. L'A/B testing, tu le fais à chaque fois? À chaque fois. Ok, combien? 2, 3? 3 le max, 3, le max pour moi, okay. Et en sachant que l'A/B testing, des fois ça peut être simplement même contenu de vignette mais pas le même jeu de couleurs. Ouais. Ou alors si j'ai un contenu textuel, le contenu textuel qui change. Ou alors une approche différente, type du texte ou pas de texte sur la même vignette. Et c'est assez intéressant parce que des fois, tu as des trucs où tu es persuadé que ça a super bien fonctionné et ça fonctionne pas. Et à une époque, tu avais vraiment la caricature de la grosse flèche rouge, tu vois, qui était giga moche, mais qui correspondait au code de YouTube. Ouais. Oui, puis ça correspond aussi à l'édito, à l'angle édito de ton contenu. Le titre, élément important, élément qui fait cliquer évidemment. Est-ce que tu as des recettes particulières ou c'est pareil, tu traites l'angle édito comme tu parlais de la miniature? Bah moi, j'aime bien avoir une promesse dans le titre. Ok. Un truc qui intrigue déjà. Je trouve que les titres purement factuels, ça va pas être intéressant. Pour prendre un vrai sujet footballistique, t'as un joueur qui s'appelle Zabarni qui vient de signer au Paris Saint-Germain. Si ta vidéo elle s'appelle Zabarni signe au PSG, ça fait moins envie que Zabarni est-il le bon défenseur central pour le Paris Saint-Germain. Pour rester sur la ligne édito et un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, comment t'expliques que certaines vidéos marchent et d'autres t'aimes pas ce que tu voulais? Sujet. Okay. C'est bête et méchant, hein, mais il y a des sujets où je sais que ça va forcément mieux marcher. Et il y a des sujets où je sais que je vais les traiter. Parfois, on a des bonnes surprises, mais c'est relativement rare. Et où ça va moins bien fonctionner. Tu me donnes un sujet, je vais être capable de te dire si ça va être parmi les vidéos qui vont bien marcher au cours d'une semaine ou les vidéos qui vont moins bien marcher.
Et toi, tes sujets, tu les trouves dans l'actu. Exactement. Je les trouve dans l'actu. Alors, ça m'arrive d'avoir des sujets qui sont totalement décorrélés de l'actu. Parce qu'il y a un joueur que j'aime bien. Parce que tu as également des grands thèmes autour du football, qui sont des sujets plutôt généraux, mais que j'ai envie de traiter à un moment qui n'est pas forcément lié à l'actualité, mais parce que ça me chauffe de parler de ça. Mais ouais, c'est vraiment les sujets et l'angle que tu vas y accoler. C'est pour ça que tu as des grands marronniers dans tous les domaines. Tu as des grands sujets qui reviennent. Je vais pas te sortir le très cliché, le SEO va-t-il mourir? Mais tu sais très bien que demain, si tu fais une newsletter et que tu mets les mots-clés IA rédaction, ça va peut-être mieux marcher que si tu vas aborder d'autres sujets. C'est la même chose en termes de création de contenu et quel que soit le domaine finalement. Ok. Donc en fait, les concepts de base de planning éditorial, marronnier, j'ai des personas, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, c'est valable partout et notamment sur YouTube, quoi. Ouais, carrément. Moi, je crois beaucoup en ça. Après, à la limite, pour déjouer un peu ce côté, tu peux avoir des angles qui sont provoques, qui sont parfois un petit peu irrévérencieux ou qui peuvent être mystérieux avec des gros guillemets, mais qui vont donner une promesse qui va intriguer de manière universelle au-delà de ton sujet. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'on n'est plus en 2010 et quand on va conseiller ça, on va souvent se retrouver dans les faits avec des contenus qui sont un peu attrape-clic. Et où ça peut encore marcher, mais honnêtement, ça a une sale image et c'est pas pour rien, c'est que ça saoule tout le monde, nous les premiers, quoi. Mais ça peut aussi peut-être abîmer ton reach, parce que tu fais un contenu putaclic, imaginons tu gagnes quelques abonnés, ça veut pas dire que ces abonnés-là, ils vont regarder tes autres vidéos de toute manière. En fait, pour moi, le tout est de réussir à faire un contenu qui est qualitatif malgré une accroche un petit peu provoque. Je te donne un exemple. Il y a un joueur qui, au Paris Saint-Germain, a fait une saison exceptionnelle, Achraf Hakimi, qui est irremplaçable, qui est pas du tout critiqué. Et moi, j'avais fait une vidéo, le problème avec Hakimi qu'a le Paris Saint-Germain. Donc, ça hyper putaclic. Hyper putaclic. Ça donne l'impression que je vais être critique dans la vidéo. Et en fait, je parle d'un vrai problème qu'a le Paris Saint-Germain avec Hakimi, mais c'est qu'il est tellement bon, il est tellement spécifique dans son profil que c'est impossible de lui trouver un remplaçant, sauf que pour des raisons sportives, le PSG a besoin de trouver un remplaçant. Donc en fait, là, je vais avoir des clics de personnes qui vont se dire « Attends, comment il peut dire ça sur Hakimi? C'est pas normal. C'est vraiment un non-sens de dire ça. » Donc ça va intriguer. Après, ils vont se calmer parce qu'ils vont voir que je ne tiens pas des propos insensés. Et en plus, la réflexion et l'angle que j'apportais, la problématique que je mettais sur la table, c'était un truc qui était très peu traité à l'époque. Et il y avait un vrai problème. Et il y avait un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est hyper marrant parce que c'est des sujets qui sont venus après dans la presse de manière traditionnelle sur le recrutement du club, sur les problématiques qu'il pouvait avoir. Bon, bah, résultat, ça a été une vidéo qui a fait 80 000 vues, je crois, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à mes standards. Okay. Et qui, en plus, a été une vidéo qui a eu un excellent taux de reach, qui a eu un excellent ratio de pouces bleus, pouces rouges. Donc, en fait, c'est un exemple où tu peux jouer avec les codes, essayer de casser un peu le truc, mais sans pour autant faire du contenu trompeur. J'aime bien cette nuance entre contenu attrape-clic et contenu trompeur. Ça peut être attrape-clic sans être trompeur. Il me semble que YouTube a amélioré son algo en plus sur le putaclic. Bah de toute façon, YouTube aujourd'hui, on peut donner des conseils sur les titres, on peut donner des conseils sur les mots-clés à mettre, sur les descriptions. La vérité, c'est que le time watch est roi. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, le time watch, ça dit tout pour YouTube. Les pubs, elles sont placées durant la durée de visionnage. YouTube a envie de faire rester les gens sur les vidéos. Déjà, tous les réseaux sociaux veulent ça. C'est pour ça que tu as des pénalités sur les liens externes. YouTube, il n'est pas différent des autres. Si ta vidéo elle génère beaucoup de clics, mais qu'au bout de 50 secondes, la personne ferme la vidéo, voire quitte le site, YouTube, il va lui mettre un gros taquet. C'est pour ça que j'aime bien le contenu long aussi. C'est que ça rejoint ce qu'a envie de faire YouTube. Ouais, je comprends. Et ça coïncide aussi avec l'émergence d'un TikTok ou l'arrivée des YouTube Shorts. C'est le vertical se rallonge déjà, prend la place de ces contenus snack, comme disent les anciens. Et en effet, on arrive sur des contenus d'1 heure, 1h20. En off, on parlait des podcasts vidéo. Ouais. Tout ça est en train de converger, en fait. Et en plus des contenus longs format podcast, je trouve qu'on a de plus en plus de contenus longs cinématographiques. Ouais, bah tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve qu'on a un grand écart qui est en train de se créer. On parlait en off avant de commencer à enregistrer des agences web marketing où je te disais que on aurait de plus en plus d'agences qui seraient positionnées en termes de com, où ce seraient des métiers similaires. Tu me disais qu'on aura de plus en plus de sites qui se retrouveront consommés via des interfaces
où on n'ira plus directement sur les articles, et en fait, ça crée un grand écart. Et je trouve qu'en termes de contenu, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, les contenus de 10-20 minutes, tels que j'en fais beaucoup aujourd'hui, hein, pour moi, c'est un format qui est un peu bâtard aujourd'hui, qui a un peu de mal à trouver sa place, et je crois beaucoup plus en ce grand écart entre effectivement des grosses productions, qui sont soit des formats podcast, soit des trucs avec une valeur ajoutée en termes de prod. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui font des formats qui sont similaires à ce qu'on voit à la télévision, et des formats qui sont plus courts, qui sont plus snacking, parce qu'on a tous le côté, disons clairement, hein, je suis aux toilettes, je suis sur TikTok, je scroll, ça va retenir mon attention, mais alors voir de la vidéo en 4K ou une production de fou, c'est la dernière de mes préoccupations. Pour revenir sur tes KPI, c'est quoi les chiffres que tu regardes? Pour voir si j'ai fait un bon mois, par exemple. C'est ça. Ou toi, une vidéo, elle est réussie si... Ok. Déjà, tout est lié aux attentes. Il y a des mois qui sont plus porteurs que d'autres. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres. Donc, si je fais une vidéo sur un petit club, je vais pas du tout considérer le même nombre de vues comme une réussite qu'une vidéo sur le Paris Saint-Germain. Okay. Je vais pas considérer qu'une vidéo faite au mois de septembre doit faire les mêmes scores qu'une vidéo faite durant le printemps. Ce que je vais regarder principalement, c'est le nombre de vues. Parce qu'en fait, tout découle du nombre de vues. Les abonnés sur YouTube, on en fait une tonne, c'est souvent un indicateur, mais on s'en fiche des abonnés. Un abonné, c'est un facilitateur de vues. C'est quelqu'un qui a plus de chances de te donner une vue. Mais au final, est-ce que c'est le truc qui est hyper pertinent à mes yeux? Non. Le ratio pouce bleu, pouce rouge, évidemment, il est important, mais sauf si tu fais des dingueries en termes de contenu, normalement, c'est à peine une information. Ouais. Il est immensément positif, il varie pas énormément. Donc pour moi, c'est vraiment les vues. Et en fait, tu pourrais te dire, ouais, faut aller creuser pour aller voir le nombre d'impressions, le taux de clic, la durée de visionnage. Mais en fait, ça a une influence sur tes vues. Si une vidéo a beaucoup de vues, je sais d'avance qu'elle va avoir un bon taux de clic, je sais d'avance qu'elle aura fait beaucoup d'impressions, je sais d'avance que la durée de visionnage aura été bonne. Sinon, YouTube l'aura pas recommandé. C'est des résultantes, finalement. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc que je pourrais conseiller aussi à des annonceurs qui cherchent à faire des partenariats. Le nombre d'abonnés d'une chaîne, tu t'en fiches. Ce qui compte, c'est combien il fait sur ses vidéos, est-ce qu'il a une grosse régularité de vues ou non. Quitte à acheter, ça, je vois peu d'annonceurs le faire, mais ça me semble pourtant être pertinent. Sur des contrats, t'achètes un minimum de vues. Plutôt qu'un nombre de vidéos, par exemple. C'est-à-dire, si la vidéo fait pas tant de vues, je monétise pas ou Non, tu vas par exemple dire, on t'achète 50 000 vues. Ok. Donc, si tes 50 000 vues, tu les fais sur une vidéo qui fait 50 000 vues, très bien. Mais si tu as des vidéos qui sous-performent pendant une période, au moins, moi, j'ai mon minimum de vues garanti. Je trouve que c'est honnête pour tout le monde. Et c'est un truc que je retrouve relativement peu, alors que monétiser au coût par 1000, c'est un truc qu'on retrouve dans plein d'autres investissements médias, finalement. Parlons monétisation, parce que ça m'intéresse forcément. On parlait en off des agences qui gèrent les partenariats. Moi, l'impression que j'ai en simple consommatrice de YouTube, c'est que les partenariats ramènent plus d'argent que la monétisation au nombre de vues sur les plateformes. Comment ça marche? Ok. Comment ça marche? Alors déjà, tu veux la partie agence, tu veux la partie fonctionnement? La partie agence, grosso modo, les agences vont avoir deux rôles pour les créateurs de contenu. Il y a un rôle de gestionnaire, c'est-à-dire que c'est eux qui vont négocier les contrats, parce qu'ils ont l'habitude. C'est eux qui vont gérer les mails. Bref, un côté, on te fait gagner du temps. Et la deuxième partie, c'est une partie apporteur d'affaires. Une agence peut être plus ou moins bien maquée avec certains annonceurs, peut faire également de la prospection et peut apporter du business. Généralement, les agences vont se commissionner avec un pourcentage des deals qu'elles négocient pour le créateur de contenu, un pourcentage qui peut seulement venir de la partie gestion administrative, ou un pourcentage qui peut venir d'un côté apporteur d'affaires en plus de la partie gestion administrative. Auquel cas, c'est un deal initial entre l'agence et le créateur. Voilà. On définit en amont le pourcentage. Ça, c'est les gros types de contrats. Après, c'est comme dans tout. Tu peux faire autant de contrats que tu as d'agences et de créateurs de contenu. Mais on parlait d'incarnation, je pense que c'est là où il va falloir jouer sa carte pour se détacher de l'IA. Parce qu'en termes de contenu, demain, avec de l'IA, même en termes de vidéo, tu feras mieux, plus vite. Ouais. Et tu auras juste la plus-value de l'humain, mais en termes de pure personnalité, pour le coup.
Il y a d'autres moyens de générer du business avec YouTube et notamment faire de la vidéo un canal d'acquisition pour son business. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé de faire sur ta chaîne? Alors pour le coup, je ne l'ai pas envisagé parce que personnellement, ça répond pas forcément au développement que j'ai envie de faire sur Talk My Football, mais c'est un truc qui se voit de plus en plus et dans tous les domaines. Dans le football, tu as beaucoup de personnes qui se servent de la création de contenu pour faire valoir leur expertise en termes de détection de joueurs et derrière travailler avec des clubs. Ça se voit beaucoup. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont également se lancer pour tout ce qui est coaching dans le sport. Et ça, je trouve que c'est un des trucs les plus pertinents et les plus intéressants. Et ça rejoint les entreprises qui vendent par exemple de la formation. C'est que faire du contenu, c'est également transmettre de l'information. C'est te donner une image d'expertise. Juste ou non, tu renvoies toujours ce que tu veux à la caméra, c'est souvent le même sujet. Et quand on parlait du fait que les formats longs étaient de plus en plus populaires, je pense aussi que ça peut être lié à ça. Quand tu as un format long, quand tu invites des experts, tu peux plus facilement aller au fond des choses, tu peux plus facilement apporter de la vraie valeur à travers tes contenus, et ça peut tout de suite te donner une plus-value qui est vraiment très visible. Et cette plus-value, elle est facilement redirigeable demain si tu es un coach en nutrition, si tu es un coach sportif, pour vendre tes prestations. Et il y a de plus en plus de boîtes qui se développent comme ça. En matière de running, par exemple, il y a un créateur de contenu que j'aime beaucoup qui s'appelle Runwise, qui fait des podcasts qui sont très longs, avec plein de sportifs. Et à côté, il y a une entreprise de coaching qui se développe hyper bien. Et pour moi, ça doit être le business model qui est recherché par pas mal d'annonceurs. Parce que finalement, c'est de la rentabilité indirecte. Tu sais que ta vidéo où tu vas inviter quelqu'un, où tu vas faire un format d'1 heure, tu vas jamais la rentabiliser directement avec du partenariat. Tu vas jamais la rentabiliser directement avec les vues. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est développer une image de marque qui est hyper forte, asseoir ton expertise, montrer ta pertinence et derrière, rediriger vers ce que tu proposes. En fait, c'est une bête et méchante logique d'inbound marketing telle qu'on la connaît depuis des années. Et je pense qu'avec les vidéos, avec les formats longs, on est encore de plus en plus dans le côté, plus tu donnes de façon gratuite, plus les gens vont être OK derrière pour aller chercher ce que tu peux proposer de manière payante. C'est marrant quand tu parles, ça me fait penser à, en effet, les bandes marketing, je suis d'accord, et évidemment que c'est beaucoup plus facile de dérouler un discours dans une vidéo d'une demi-heure au format long, plutôt que de capter l'attention et d'avoir les bons arguments dans un article texte qui finalement devient obsolète. Et c'est vrai que nous, par exemple, chez Abondance, forcément, on se pose la question. On sait que le trafic Internet, il est principalement vidéo depuis 4-5 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais très bien que si je veux capter une certaine audience, ce ne sera pas en fournissant des articles textuels. Ouais. Donc, il y a aussi cette logique de j'ai un sujet, viens, j'en fais un article, mais je vais aussi en faire un TikTok, puis je vais creuser un peu plus et en faire un format long sur YouTube. Et puis, je peux le tirer encore et aller en format podcast, quand bien même la rémunération et la monétisation est compliquée. Donc, je te rejoins. Se lancer sur YouTube, lancer une chaîne YouTube, ce n'est que avoir une stratégie de content marketing avec un levier qui est dédié à la vidéo, quoi. Et en fait, par rapport aux articles, pour moi, tu as une plus-value qui est massive. C'est l'incarnation et le personal branding. Pour moi, il y a beaucoup de boîtes qui sont des grosses sociétés qui ne sont pas incarnées. Et je ne parle pas forcément d'un directeur général d'une boîte du CAC 40, parce que là, il est évidemment inaccessible. Mais même une PME gagnerait à être incarnée. Alors c'est délicat, c'est une notion de turnover, mais demain je vais lire un article sur Abondance que tu as écrit. Je vais pas forcément te calculer et te retenir toi. Par contre, si je vois des vidéos où je suis habitué à ce que tu m'apprennes des trucs, bah demain, si on me dit que je peux faire une formation avec Laura, je me dis, ah, je connais déjà le personnage, j'ai déjà eu l'occasion de voir son expertise et ça me parle. Mais ça rejoint des choses qu'on ne va pas comparer à la vidéo, mais pourtant qui, à mon sens, fonctionnent de la même manière. Je suis sûr que tu as déjà eu des clients qui ont contacté ton agence parce qu'ils t'avaient vu en conférence. Pour moi, c'est exactement la même logique. La conférence, c'est exactement comme la vidéo. Tu vois quelqu'un, t'aimes bien ce que dégage la personne, et il ne faut pas sous-estimer ça. Parce que tu as le côté, on va pouvoir me transmettre des connaissances, mais c'est un peu comme quand on était au collège ou au lycée. Tu apprends 1000 fois plus avec un professeur que tu trouves sympathique, avec qui tu as des atomes crochus.
Et je pense que la vidéo va pouvoir transmettre ça. Et on parlait d'incarnation, pour moi, c'est ça qui est à retenir. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer dans la création de contenu. Dans les problématiques, elles se disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse en termes de matériel. Finalement, ça t'y répond très vite. Tu as des guides qui le font très bien. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Voilà, tu peux faire des workshops, des ateliers éditoriaux. Mais il y a également un truc qu'il faut accepter et que beaucoup de boîtes ne sont pas prêts à accepter, c'est l'incarnation et la prise de risque que ça représente. Demain, il faut accepter que tu as un salarié qui, effectivement, pourra peut-être être parti dans 2 ans, dans 3 ans, mais qui va représenter ta marque. Et je pense que ça va pouvoir t'apporter une plus-value énorme par rapport à tes concurrents. Donc finalement, l'incarnation, c'est obligatoire, quoi. Ah, pour moi, c'est obligatoire. Et je te parlais de choses que je ne fais pas alors que je devrais les faire. Mettre ma tête sur les vignettes. Ouais. Pour moi, c'est pertinent. C'est pas pour rien que tous les youtubeurs le font. Alors, tu as des façons plus ou moins attrape-clic de le faire. Moi, j'aime pas ça. Personnellement, c'est un truc que je supporte pas. On en parlait en off, j'aime déjà pas entendre ma voix, j'aime pas voir ma tête en vidéo. Donc évidemment, je vais pas mettre ma tête sur des vignettes, sauf des cas où j'ai pas le choix. Mais pour moi, c'est hyper important. Et en fait, l'incarnation, c'est quelque chose dont, je le redis, il manque énormément de sociétés. Et quand on parle de bien développer une société, de l'importance de la marque employeur, ben, il y a également l'enjeu de fidéliser tes salariés pour pouvoir en faire demain des incarnants de ta marque. Parce qu'on parlait également du fait qu'en SEO, c'est de plus en plus difficile de faire son trou, qu'il y aurait de plus en plus l'image de marque qui va compter. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui incarne mieux l'image de marque qu'une incarnation humaine? Pas grand-chose. Il y a un sujet que je voudrais absolument aborder. Je veux même ouvrir un chapitre, Vas-y. c'est l'IA. Ouais. Et plus largement, la production vidéo. Donc, première question, comment est-ce que tu produis tes vidéos? Tu disais que tu faisais tout apparemment. Et deuxièmement, quelle place a l'IA dans ce process de production visuelle? Ok. Alors moi, en termes de process, je vais te faire une journée type. Ouais. Le matin, revue de presse, dès que je me réveille. Ça va être presse française, presse étrangère. Je vais avoir mon petit bloc-notes sur lequel, durant toute la journée, je note mes idées de sujets, mes news, mais là, je vais le finaliser et retenir mes news du jour. Ensuite, je vais faire le minimum de rédaction vitale pour avoir mon angle pour chaque news, les bullet points que je vais aborder, tournage, montage, montage des TikTok, mise en ligne du journal à midi. Ok. L'après-midi est dédié à la chaîne principale, où généralement j'ai une liste de sujets qui est longue comme le bras, que je vais bosser en scouting le soir ou des choses comme ça. Et ça va être finalisation de l'écriture, parce que généralement la vidéo je l'ai déjà en tête. Tournage, montage, publication. Donc c'est mes process qui sont hyper réglés, hyper carrés. Je peux être flexible, mais j'aime bien avoir un cadre. Sur la place qu'occupe l'IA, très peu aujourd'hui. Ok. Très peu aujourd'hui parce que finalement, ça va pouvoir me faire gagner du temps sur certains aspects, mais pour tout ce qui est éditorial, je vais avoir besoin d'éléments précis sur des statistiques de joueurs, etc. Aujourd'hui, tu as encore trop d'erreurs avec l'IA. Et quand tu es créateur de contenu, que tu es censé apporter une certaine expertise, même si tu restes avant tout un fan comme les autres qui te donne son avis, tu peux pas te permettre d'avoir une chance d'avoir une erreur de la part de l'IA. C'est un peu comme si tu étais juriste finalement, où l'IA, c'est pas dire qu'elle ne sait pas aujourd'hui. Ouais. Tu vas faire remarquer à ChatGPT que c'est planté, il va dire oh oui, c'est vrai, tu as raison. Et ça, j'ai eu beaucoup trop de fois pour pouvoir le faire. Donc finalement, moi, mon utilisation de l'IA, c'est plus une utilisation bureautique. Mais finalement, en termes de création de vidéos pure, j'ai pu faire des essais, mais je l'ai jamais lié à Talk My Football parce que pour moi, il y a le côté un peu voyant en termes de vidéo, pas très quali. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est évident, c'est l'éléphant au milieu du couloir, c'est que tu as une levée de bouclier qui est absolue. Bah, on l'a vu sur une vidéo de Squeezie il y a 2-3 semaines, là, où il a utilisé de l'IA pour illustrer un propos. Il s'est fait éclater dans les commentaires. Ouais. Il s'est fait éclater dans les commentaires et tu as ça pour tout. Tu vas faire de l'événementiel, même en tant que créateur de contenu, tu vas avoir une partie création graphique avec de l'IA, même sur des vignettes. Tu te fais éclater à chaque fois. Parce qu'il y a le côté, non, faut donner du taf aux media makers. Et un dernier sujet que je voulais aborder, c'était la stack technique. Ouais. Le matos, le logiciel, comment tu t'organises? Alors déjà, sujet le plus surestimé à mes yeux. Je considère que on se crée beaucoup de freins par rapport au matos. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça peut être prise de tête, on veut être perfectionniste. Mais dans les faits, si on cherche à faire parfait, déjà on fait jamais rien. J'ai une anecdote là-dessus. Moi,
Talk My Football, au tout départ, je crois que ça a été lancé en 2017. J'avais une idée en termes de production qui était mais giga ambitieuse pour l'époque et pour une chaîne YouTube qui avait 0 abonnés. On avait... toutes les vidéos étaient tournées en extérieur, donc déjà contrainte énorme, à 2, contrainte supplémentaire, en marchant, et avec une double caméra, et on la tenait avec stabilisateur. C'était génial, le rendu était trop cool. Ouais, résultat, on a fait 3 vidéos, la chaîne a été mise en pause, et en fait, à vouloir faire trop parfait, tu te mets des barrières, et résultat, j'ai relancé Talk My Football en 2019, je crois, et à l'époque, ma première vidéo, c'était sur le fond d'un jeu vidéo FIFA, tu vois, donc c'était l'exact inverse. Attends, ce qui a fait que Talk My Football a marché, c'est le fait de me dire, bon, bah, je vais partir petit bras plutôt que les grosses ambitions. Ouais. Donc déjà, il faut avoir en tête que partir parfait, c'est pas une bonne idée. Alors évidemment, demain, si tu as une image de marque hyper quali, tu peux pas te permettre de te lancer petit bras, voilà, mais il faut pas trop se prendre la tête. Ensuite, d'un point de vue caméra, on va beaucoup focus sur la qualité de l'image. On a tous des caméras, enfin tous. Non, mais un bon iPhone, et ça fait c'est ce que j'allais dire. On n'a pas tous un iPhone à 1000 €, mais dans une société, il y a des chances que vous ayez au moins quelques personnes qui peuvent prêter un iPhone qui a une très bonne caméra, ou un Samsung ou n'importe, qui fait la qualité vidéo nécessaire pour les ambitions qu'on a généralement en termes de création de contenu. Là où pour moi il y a plus un sujet, c'est l'audio. Pour moi l'audio est limite plus importante que la vidéo, mais c'est pareil, un bon micro ça va être 100 €, merci, au revoir. Là où c'est parfois un peu plus complexe, c'est sur la partie logicielle, parce qu'il y a une partie savoir-faire en plus de la partie purement qu'est-ce que je vais acheter. Moi j'ai été habitué en termes de logiciel à travailler avec Adobe Premiere Pro. C'est pas le plus adapté pour les formats courts. Aujourd'hui, tu as CapCut qui fonctionne de façon plus rapide à mon goût, mais j'ai pris mes habitudes là-dessus et je considère que ça a un immense avantage pour pas mal de boîtes, c'est que tu paies souvent la suite Adobe. Donc quand tu as la suite Adobe pour ton graphiste qui a InDesign, Illustrator, Photoshop tous les jours, des fois tu as un petit Premiere Pro qui traîne, ça peut être pas mal. Et puis tu mets aussi un peu les mains dans le cambouis, c'est que j'essaye, je suis à l'aise avec, je continue, je comprends rien, j'en essaye un autre. Et en fait, c'est en testant que tu verras ce qui marche le mieux, quoi. Ouais, et l'immense avantage d'aujourd'hui, c'est que pour faire des montages basiques, t'as pas besoin d'être un gros techos. Tu regardes 1 heure de vidéo YouTube et tu arrives à te débrouiller. Parce que le côté je suis face à mon logiciel vidéo, c'est un peu la même chose que quand t'as ton évier bouché, c'est que t'auras toujours un mec de 50 ans qui aura fait une vidéo YouTube pour t'expliquer comment te débrouiller, quoi. Je suis ravie de finir sur cette analogie. Et puis je trouve que ça résume bien un peu tout le propos de la vidéo. C'est faut se lancer, faut faire des erreurs, d'ailleurs comme ça qu'on apprend, tester plein de choses. Ouais. Que ce soit les minias, les titres, les angles édito qui ont l'air particulièrement importants, le time to market, les sujets. Et tu vois, pour tester tout ça à la fois, faire des tests en interne, je trouve ça hyper pertinent. Parce que imagine, tu fais une première vidéo. Elle n'est pas forcément hyper quali. Tu la diffuses d'abord en interne. Déjà, tu vas pouvoir avoir des retours en interne qui vont être bons à prendre. Mais en plus, il y a énormément de boîtes qui se posent des questions sur quel angle éditorial avoir. T'as vu ça 1000 fois, je pense, en agence web marketing. Tu vas voir n'importe quel commercial. Le commercial, il va dire non, mais attends, mon client, moi, à chaque fois que j'ai un rendez-vous au R1, on me pose toujours cette question. Et le commercial, il va pouvoir te le dire quand il va te faire le retour sur la vidéo. Il va dire ah, c'est cool, par contre, à ce moment-là, ce serait bien d'aborder ça parce que moi, on me le demande toujours en rendez-vous. Là, tu auras un retour technique. Tu auras une première version qui te permettra de te former, mais qui en même temps n'abîmera pas ton image d'entreprise, ça restera en interne. Et en plus, tu vas impliquer toute la boîte et avoir des idées éditoriales qui viendront de ressources auxquelles tu ne penses pas forcément. Bon, super, merci pour tous ces conseils, tips et retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, pas grand-chose, tu sais, que le FC Nantes ne finisse pas en Ligue 2. On va dire ça. Mais sinon, concernant la création de contenu, bah écoute... Que tout continue comme ça, moi tout roule, je vis ma meilleure vie, donc c'est très bien. Super, bah merci. Merci à toi pour l'invitation. On espère que cet épisode vous a plu, on l'a voulu un peu plus long parce que c'était un peu spécial, c'était un format retour d'expérience. On aimerait en faire plus, donc dites-nous dans les commentaires, envoyez-nous des DM si ça vous a plu et on en fera d'autres. À bientôt.